Aram Touré, le sommaire de ce 20h, c'est dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous. Encore 5 décès liés à la pandémie du coronavirus ce matin au Sénégal. 192 nouvelles contaminations dénombrées, dont 144 issues de la transmission communautaire. L'état d'urgence assorti d'un couvre-feu à Dakar et Thiès, diversement apprécié chez les populations. Si certains pensent que la hausse des cas de coronavirus l'impose, d'autres craignent pour leurs activités. Le mal-être des populations de Pikine-Gazelle. Elles cohabitent depuis 3 mois avec des eaux usées nauséabondes. Ses habitants craignent pour leur santé et demandent de l'aide. Et puis le bel exploit du Giraffe de Dakar, le club de la Médina battu 1-0 à l'aller, est allé chercher sa qualification à Abidjan face à San Pedro pour les barrages de la Coupe de la Confédération africaine. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, en raison de l'état d'urgence, le ministère des Transports et l'AGEROUTE informe les usagers de la fermeture systématique des autoroutes AIBD Thiès et AIBD Mbour de 20h à 6h du matin. Seule la circulation des ambulances, des véhicules de police de l'armée et ceux détenant des autorisations spéciales est autorisée. La situation de la Covid-19 au Sénégal, 5 décès, 192 cas positifs, dont 144 issus de la transmission communautaire, 47 cas contacts, en cas importés. Retenez que 92 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris et que 23 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le docteur Niensek lui rassure quant aux dispositifs de prévention existants pour la riposte contre le coronavirus dans cette seconde vague. Selon le médecin-chef de district, le dispositif est renforcé, le personnel formé et il se réjouit surtout de l'implication des structures sanitaires privées dans la prise en charge des cas. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Diamé et Fali Gaye. À côté, il y a eu 903 millions qui ont été dépensés au profit des communautés. Et on a vu qu'il y avait des secteurs qui devaient être encore mieux pourvus, par exemple la santé qui s'est retrouvée avec 13% de l'enveloppe. On a eu des pics au mois d'août et de septembre, mais nous avons fait face. Aujourd'hui aussi, on a un pic. Nous faisons face en collaboration avec tous les acteurs, mais surtout les acteurs au niveau communautaire. Parce qu'au niveau de cette pandémie, ce n'est pas seulement les acteurs de la santé qui doivent la combattre, c'est surtout la communauté par rapport à la sensibilisation pour le respect des mesures barrières. Par rapport à la prise en charge, nos équipes sont déjà formées, rodées dans le cadre de la prise en charge, de dépistage, parce que déjà le laboratoire est disponible ici au niveau du centre de santé, tous les tests se font ici. Tout le personnel aussi est formé par rapport au dépistage, par rapport à la prise en charge des malades. Donc pour l'instant, on fait face, malgré qu'on a un nombre important de cas. On gère, on n'est pas encore débordé. Donc les malades graves sont référés au niveau du centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional. Mais aussi, il faut aussi voir au niveau de Kaolack, le privé est fortement impliqué. Donc c'est tous les acteurs de la santé, les structures de santé, que ce soit public ou privé, qui sont impliqués dans la prise en charge. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on fait face, malgré les difficultés, malgré le nombre élevé de cas. Le docteur Mansour Diouf, de son côté, ne juge pas pertinentes les mesures annoncées par le chef de l'État. Le réanimateur à Bordeaux pense qu'il faut plutôt insister sur le respect des gestes barrières. L'invité de votre émission Info du matin s'est entretenu avec Mamadou Fall et Ahmadouba. L'état d'urgence et le couvre-feu décrété par le président de la République sur les régions de Dakar et Thiès sont incompréhensibles. Selon le docteur Mansour Diouf, le réanimateur à Bordeaux estime que ce sont des mesures impertinentes pour faire face à la pandémie. Sur le plan médical, moi, c'est des mesures qui me posent problème. Ça me pose problème. Parce que de toute façon, j'ai toujours expliqué que moi, je n'ai jamais trouvé ces mesures pertinentes, en tout cas médicalement parlant. Pour lui, le port du masque et l'utilisation du gel hydroalcoolique suffisent à merveille. Pendant tous ces mois-là, mais je suis
au four et au moulin, je suis comme vraiment carrément, et pourtant, je n'ai pas attrapé le truc. Donc ça veut dire que les mesures que j'observe, qui sont les mesures barrières que j'ai essayé de rappeler ici, ça marche très bien. Ça marche très bien. Concernant le vaccin annoncé par le président de la République, Dr Diouf y voit rouge et déclare que rien ne le justifie. Le vaccin, encore une fois, moi, c'est comme j'ai dit, j'attends qu'on me donne les arguments sur le plan médical, sur le plan épidémiologique, sur le plan de la mortalité, sur le plan de la létalité, sur le plan du comportement de l'épidémie au Sénégal pour justifier une campagne de vaccination au Sénégal. Mais je ne comprends pas ça. Le Sénégal a raté son unique chance de relever le défi hospitalier selon le docteur Mansour Diouf. Pour lui, le fonds Covid devait permettre au pays d'avoir de bonnes structures sanitaires. L'état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel à Dakar et Thiès, les populations sont partagées. Si certaines pensent que la hausse des cas du coronavirus l'impose, d'autres craignent pour leurs activités. Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy sont allés à la rencontre de plusieurs secteurs. Suivez ce reportage. Il est en master 2 à la faculté de droit de l'UCAD. L'étudiant trouve que l'état d'urgence et le couvre-feu partiel à Dakar et à Thiès sont des mesures salutaires. Ce sont des prérogatives qui sont offertes au président de la République pour, dans le cadre de la pandémie concernant le Covid-19, de prendre des mesures pour endiguer un peu la propagation du virus. Si on laisse les gens se mobiliser comme ils veulent et sans en tout cas prendre des mesures préventives ou bien des mesures bien adéquates pour en tout cas éradiquer ce virus, ça sera en tout cas l'hécatombe. À l'heure où l'on parle de flambée des cas de Covid-19, ce fleuriste salue les mesures du gouvernement. Moi, je dis Dieu merci, parce que ces deuxièmes vagues nous inquiètent vraiment. Remarque, à 21h, les activités ne marchent plus comme avant. Je ne trouve pas de mal, franchement, à ce qu'on met en place ce couvre-feu. Ces travailleurs font partie de ceux qui ne s'attendaient pas à un tel rebondissement. Secteur transport. La situation se complique davantage, surtout pour notre secteur. Le secteur des transports, beaucoup d'entre nous travaillent le soir. Cela ne nous arrange pas. Les clients se font désirer chez nous. J'en parle pas pour les commerçants qui sont dans les marchés et les autres secteurs. Ces genres de décisions devraient être bien réfléchies. On travaille plus la nuit que le journée quand même. Bon, les clients, la nuit, ils viennent plus que le matin. Ouais, c'est un peu difficile là. On travaille jusqu'à 2h du matin, 3h comme ça. Mais bon, s'ils ont dit qu'à 21h on ferme les restaurants, c'est un peu compliqué. Certes, des mesures pour barrer la propagation du virus, mais qui risquent d'impacter sur beaucoup de secteurs d'activité, surtout dans le domaine de l'informel. À Thiès, le virus circule énormément dans la capitale du rail avec les nombreux cas qui ont considérablement augmenté. La décision du chef de l'État de décréter l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu à Dakar et Thiès donc est apprécié par certains Thiessois. Le préfet Moussa Diagne, lui, appelle à la responsabilité individuelle. Reportage signé sur place chez Anta Diop et Seyla Tira. Le chef de l'État décrète l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu à Dakar et Thiès. Le virus circule énormément dans la capitale du rail. Selon des Thiessois rencontrés, cette mesure est venue à point nommé. Qui dit pandémie dit forcément des mesures d'urgence. Maintenant, la mesure d'urgence, on peut l'apprécier. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que, etc., etc. Mais je pense que toute mesure tendant, en tout cas à ralentir ou freiner la propagation ou l'endiguer même de cette pandémie, je pense au niveau national, ne peut forcément être qu'une mesure salutaire. Ah non, l'heure est plus grave à Thiès. C'est à Thiès que les gens sont beaucoup plus indisciplinés encore que... C'est à Thiès parce que regardez les manifestations publiques qu'il y a à travers la ville. Voyez-vous? Ensuite, les écoles. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les écoles. Les élèves n'ont pas de masque, hein, et ils bougent beaucoup. Ça devient très inquiétant. Donc les mesures sont venues à point nommé. Les autorités administratives ont décidé de mettre sur pied des cellules de veille pour contenir cette pandémie. Le préfet de Thiès appelle à la responsabilité individuelle. Nous avons vraiment tenu à redynamiser les cellules de veille, d'alerte et d'action
pour mieux parler aux jeunes qu'il y a un accroissement, une augmentation inquiétante des cas communautaires. L'heure est grave. Thiès, nouveau foyer du Covid-19. Le service régional d'hygiène de Thiès, qui avait pris les devants, est toujours sur le terrain pour désinfecter les lieux recevant du public. Et puis la vente de masques en marché fructueux en ce moment avec l'augmentation des cas de coronavirus. Les vendeurs de masques se frottent les mains. Leur chiffre d'affaires a connu une hausse avec plus de 3 paquets de masques vendus par jour. Constat dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté et Ahmadouba. Avec l'augmentation du cas de coronavirus, le respect des mesures barrières reste de rigueur et le port du masque en fait partie. C'est pourquoi les vendeurs de masques actuellement se frottent les mains. La vente des masques marche bien. Si ce n'était pas ces masques, je serais rentré depuis au village. On s'en sort vraiment bien. Dès que la pandémie a augmenté, c'est-à-dire les cas de coronavirus, c'est là où j'ai commencé à vendre les masques. Mais j'avais écho que c'était un créneau fructueux. Avec la vente de ces masques, chacun y trouve son compte. Il leur arrive pour une seule journée d'écouler au moins 3 paquets de 50 masques. Ici, c'est un carrefour où passent beaucoup de moyens de transport. C'est pourquoi la vente se passe bien. Il m'arrive de vendre 3 à 4 paquets par jour. Tous les jours, je vends un paquet de 50 masques. Ce qui facilite en ce moment la vente de ce produit est que le prix a été revu à la baisse. Vendu 500 francs au début de la pandémie, actuellement ces masques s'échangent pour la modique somme de 100 francs, ce qui est à l'avantage des populations. Le masque de couleur noire se vend à 200 francs et celui en bleu à 100 francs. C'est pas cher. Au début, les masques coûtaient 500 francs, mais maintenant c'est à 100 francs et tout le monde y trouve son compte. La vente des masques depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19 a été un créneau fructueux pour ces marchands à la sauvette. En mode politique à présent, financement des partis politiques au Sénégal, Maître El Hadji Diouf disqualifie la démarche de PASTEF pour l'avocat. La campagne internationale de levée de fonds lancée par le parti de Ousmane Sonko est dangereuse en ce sens qu'il favorise le blanchiment d'argent depuis l'étranger. Maître El Hadji Diouf qui faisait face à la presse. Je vous propose de l'écouter, les propos recueillis par Ababakar Kamara. Mais je ne suis pas là pour défendre Macky Sall. Mais cette sorte de campagne publique, pernicieuse, dangereuse et illégale, surtout illégale. Mais comment voulez-vous qu'on vienne violer la loi? On vous avertit, vous dites, on s'en fout. Ah bon? Et avec ça, on veut diriger le pays. On s'en fout des lois de ce pays. On s'en fout des lois. Comme si c'est Antoine Diop qui avait inventé la loi. Financez-moi. Qui va vous financer? On ne sait pas. Sur l'international, quiconque peut vous financer. C'est pourquoi la loi l'interdit. Dites-moi quelle est la faute commise par Antoine Diome, le ministre de l'Intérieur. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ce parti qui viole la loi doit être dissous. Et mieux, ses leaders emprisonnés. De l'actualité, les populations de Pikine Gazelle vivent en véritable calvaire. En effet, elles cohabitent depuis plusieurs mois avec l'eau nauséabonde qui coule des maisons. La cuvette de Dominique, principale source du problème, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Habib Faye et Modou Diop. Ce quartier de Pikine Ouest ne respire plus depuis 3 mois. Les habitants vivent dans ces eaux troubles. La santé des populations est exposée. Plus d'entrées et de sorties, les ménages peinent à joindre les deux bouts. L'eau coule dans les maisons. Ce vieux, très inquiet de cette situation, perd ses mots. Oui, des mots. Souffre le quartier Gazelle à Pikine Ouest. Il accuse l'ONAS qui ne cesse d'augmenter les difficultés avec ses travaux inachevés. C'est même pas nos enfants, même la santé de notre propre santé est en jeu. Regardez la mauvaise odeur qui se dégage. Hein? Avec les petits espaces là, on est obligé de sortir pour se distraire un peu. Ils parviennent à arrêter l'écoulement de ces eaux usées, mais le lendemain, on constate que l'eau commence à ressortir, n'est-ce pas?
Le réveil n'est toujours pas paisible dans cette partie de la banlieue. Certaines familles font la course contre les eaux nauséabondes. Elles sont obligées de leur barrer la route. Quant aux enfants, la traversée est difficile. Les enfants n'ont plus de là où jouer. Les écoles, ils sont dans l'école. S'ils sortent, immédiatement ils sont dans les maisons. Personne ne peut vraiment se distraire. Ils sont dans un autre endroit. Et nous laisser, nous, en tant qu'habitants, vivre cela, quoi, en fait. En plus de cela aussi, bon, je pouvais même ne pas citer la commune, en fait. Mais au moins, si ce n'est pas leur domaine, mais c'est eux qui gèrent la localité. Covid-19 et eau usée, voilà le quotidien du quartier Gazelle. La cuvette de Dominique ne cesse de déverser des eaux troubles qui envahissent toute la localité. Le mutisme des autorités inquiète les riverains, alors que l'État du Sénégal déclare l'état d'urgence assorti de couvre-feu partiel. Gazelle se dit étouffé. À présent, cet atelier sur les chaînes de valeur des productions animales entre le ministère de l'Élevage, la direction à l'entrepreneuriat rapide d'AIR et ses partenaires. Le ministre invite les acteurs à s'investir davantage dans le projet d'appui et de revalorisation des initiatives entrepreneuriales PAVI. Alice Saleh, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ousseynou Samb et Ousseynou Thiamer, Madou Bamba Samb. J'invite les acteurs de l'élevage, les femmes et les jeunes à s'investir pleinement dans le développement du secteur de l'élevage et pour ce faire, ils peuvent compter sur les institutions mises en place à cet effet par le gouvernement. Je puis vous affirmer, sans risque de me tromper, que la DER/FJ constitue une belle opportunité pour la promotion de l'entrepreneuriat dans les domaines des productions et industries animales, ainsi que le commerce d'animaux et de produits d'élevage. Alors, mesdames, messieurs les acteurs de l'élevage, saisissez cette belle opportunité pour une transformation structurelle de votre secteur d'activité économique. Dans cette optique, vous savez que vous pouvez compter sur la disponibilité constante de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, sur l'engagement du gouvernement et des structures. L'actualité internationale à présent avec l'ouverture de la première école de guerre de la RDC, la deuxième vague du coronavirus en Afrique centrale. La Commission européenne et l'Agence européenne des médicaments qui ont approuvé ce mercredi l'utilisation du vaccin Moderna contre la Covid-19. C'est avec Daniel Diouf. Le président Félix Tshisekedi a ouvert la première école de guerre de la République démocratique du Congo, la deuxième en Afrique centrale. Cette école est le fruit de la coopération avec la France. Ce projet est le produit de la visite à Kinshasa de Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, en mai 2019. Les deux pays avaient à l'époque conclu de travailler ensemble sur la création d'une école de guerre pour la formation des futurs cadres des forces armées de la République démocratique du Congo. L'école a ainsi été inaugurée hier par le président, accompagné de son Premier ministre. La France intervient dans la logistique et les ressources humaines. Le département des études a d'ailleurs été confié à un officier supérieur français. La Commission européenne et l'Agence européenne des médicaments ont approuvé ce mercredi l'utilisation du vaccin Moderna contre le Covid-19. Quelques heures après l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments, la Commission européenne a donné son accord pour l'utilisation du vaccin du laboratoire américain Moderna contre le coronavirus. Il s'agit du deuxième vaccin contre le Covid après celui de l'américain Pfizer et de l'allemand BioNTech. Le vaccin de Moderna s'est révélé efficace à 94% contre la Covid-19 lors d'un essai clinique sur 30 400 personnes avec une performance légèrement meilleure chez les jeunes adultes. Et puis l'Arabie saoudite a annoncé ce mardi le rétablissement des relations diplomatiques entre le Qatar et les 4 pays de la région qui le boycottaient depuis juin 2017. Le sommet de la réconciliation a eu lieu à Al-Oula, dans le nord du royaume saoudien. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte reprochaient au Qatar de soutenir les frères musulmans et d'autres mouvements islamistes dans la région et d'être trop conciliant avec l'Iran.
L'actualité sportive, c'est la bonne santé de nos représentants en Afrique avec l'AS Jaraaf qui passe au barrage de la Coupe de la Confédération africaine de football en allant battre le FC San Pedro de la Côte d'Ivoire 2-1. Rappelons que lors du match aller, les Verts et Blancs avaient perdu 1-0 ici à Thiès. C'est l'un des éléments du round-up de l'actualité sportive, donc signé Chersa de Boudjara. Le ballon rond pour débuter. La bonne étoile actuelle du football sénégalais continue. L'AS Jaraaf passe au barrage de la Coupe CAF. L'équipe médinoise a décroché sa qualification en terre ivoirienne face au FC San Pedro ce mercredi. Une victoire 2-1 grâce aux réalisations d'Albert Diène et de Pape Ndiaye à la manche retour du deuxième tour préliminaire. Un renversement de situation pour les protégés de Malik Daf, battus à l'aller, 1-0. L'aventure africaine se poursuit pour le Jaraaf. Teungueth FC, déjà héroïque pour sa première en Ligue africaine des champions, rend flou à l'occasion ses caisses. Sa qualification à la phase de poule dans la compétition phare de la Confédération africaine de football va lui apporter au moins 346 millions de francs CFA. Teungueth FC, qui va être de retour à Dakar ce jeudi, connaîtra ses adversaires de poule à l'issue du tirage au sort en Égypte ce vendredi. En attendant, Diao Baldé Keita retrouve des couleurs en Italie. Face à l'Inter de Milan lors de la 16e journée de la Serie A, l'attaquant sénégalais signe un des 2 buts de la victoire de son club, Sampdoria. Le deuxième but de la saison de Diao Baldé Keita met fin à la série de 11 matchs sans défaite des Interistes. Sadio Mané est lui le 14e footballeur le plus cher au monde, d'après le classement du CIS. L'international sénégalais de Liverpool est estimé à plus de 123 millions d'euros. Il est devancé chez les Africains par Mohamed Salah, évalué à 134 millions d'euros. Au niveau mondial, Marcus Rashford, Erling Haaland et Trent Alexander-Arnold occupent le podium. Basketball pour terminer, de Sagana Diop change de franchise en NBA. En poste au Utah Jazz depuis 2016 comme assistant coach, l'ancien pivot international sénégalais dépose ses valises aux Houston Rockets. De Sagana Diop va assister Stéphane Silas, le nouveau coach de James Harden et compagnie. Tour sur la qualification du Teungueth FC en coup de maître pour un coup d'essai. L'équipe sénégalaise donc s'est qualifiée pour la phase de poule de la Ligue africaine des champions en éliminant le Raja de Casablanca. Pape Farani. Exultez, criez, vous êtes entré dans l'histoire du football sénégalais. 17 ans après la Jeanne d'Arc de Dakar, vous rééditez l'exploit d'intégrer les phases de poule d'une Ligue des champions africaine. Et ce n'était pas du tout évident. À Casablanca, les conditions sont difficiles pour la manche retour du deuxième tour préliminaire face au Raja. La rencontre se joue sur une pelouse impraticable sous une forte pluie accompagnée d'un vent glacial. TFC fait montre tout de même d'un mental d'acier durant le temps réglementaire terminé sur un nul blanc. Les Rufisquois font preuve aussi de nerfs solides lors de la séance de tir au but. Ils s'imposent 3-1. Les protégés de Youssouf Dabo créent la sensation au Maroc en éliminant le Raja, un grand d'Afrique. Une immense prouesse pour le club du président Babacar Ndiaye. Pour un coup d'essai dans cette compétition prestigieuse, le club rufisquois réussit un coup de maître. Le seul point noir est que TFC va participer dans les phases de poule sans palmarès, car la Fédération sénégalaise de football avait refusé de lui décerner le titre de champion. Et pourtant, Teungueth FC avait survolé la phase aller du championnat. Il avait besoin que seulement 2 points pour être sacré. Merci à vous, Pape Farani. Félicitations, Teungueth FC et l'équipe de la Médina, le Jaraaf de Dakar.